Cerno, une anti-enquête. Épisode 117. L'épisode brutal dont je faisais référence avant, c'est un patient qui en 2005, qui a fait irruption dans le cabinet de mon père, qui a tué ma mère d'une balle dans la tête et qui a failli tuer mon père à l'époque. Attends, tu peux répéter ce que tu viens de me dire ? Pourquoi les gens ils tuent? Je m'en fous. L'espèce humaine est cruelle. Vous pensez ? Bah, bien sûr. Il tuait comme d'autres vont au bureau. C'était son passe-temps favori. C'est pas de ma faute, hein. J'ai horreur des hommes. Oh, oh oui. Donc je viens là le mercredi, il y a moins de queue. Elle hurle. Vous auriez eu envie de tuer ? Ah oui. Ah oui. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. C'est un pays de merde, ça a toujours été un pays de merde. J'entends des corbeaux. Tu vas pas réussir dans la vie. Et si vous avez ce parcours-là, Cerno, il faut le suivre. Il faut suivre votre intuition. 3, 2, 1. Le 15 novembre 2005, il y a un patient convaincu que mon père, qui était son docteur, l'avait empoisonné, puisqu'il n'avait plus d'érection, c'est ce qu'il racontera au tribunal derrière. Alors je pense que c'est les médicaments en fait, hein, ça te coupe toute libido. Il était convaincu que mon père l'avait empoisonné et il est venu avec un flingue à Strasbourg dans le cabinet pour s'occuper de mon père. Pour le tuer ? Pour le tuer. Et ma mère était là, elle avait rien à faire ici, elle l'aidait dans ses affaires courantes, et mon père étant très bordélique, elle venait l'aider, elle venait une fois tous les 5-7 ans là-bas, elle était pas venue depuis 5 ou 7 ans, et elle était dans un ménage de printemps dans son cabinet, et le mec est arrivé, l'a reconnu, lui a tiré dessus, et après est allé tenter de tuer mon père, et une patiente s'est interposée, au péril de sa vie, elle devait être amoureuse comme toutes les patientes de son psychiatre. Et mon père a pris 5 balles à bout portant, à 2,50 m, près de la colonne, près du cœur, et le mec n'est pas mort. Donc nous, enfants, on s'est dit à l'époque, avec beaucoup de sagesse, mais c'était une façon de penser, on s'est dit qu'on aurait dû perdre les 2 parents, et qu'on n'en perdait qu'un seul, donc on était face à un miracle. Et moi, si tu veux, derrière cet épisode-là, je reviens à Paris et j'ai trouvé la vie très belle parce que j'avais compris que j'allais mourir. Tu vois, je sentais une sorte d'urgence. Pendant 2 mois, je dormais plus. Je m'interdisais de dormir parce que j'ai l'impression que la vie était trop précieuse. J'avais envie de faire un enfant alors que j'avais que 20 ans. T'avais 20 ans à ce moment-là ? Ouais, 20 ans. J'ai envie de faire un enfant. Je me dis pourquoi j'ai envie de faire un enfant ? Après, je dis bon, je vais faire un disque alors. Je dis c'est quoi le point commun ? Et en fait, c'était de créer un objet ou un être qui allait me survivre. J'ai compris ce jour-là que les gens faisaient des enfants pour rester sur Terre après la mort. Et si tu veux, la vie était belle, elle était grave d'un seul coup. Et ça a guidé toute ma vie. Et à un moment, dans ces années-là, 5 ans plus tard, parce que ce conseil que tu me donnes d'aller voir un shrink, c'était quelque chose qui résonnait en moi, on me l'avait déjà donné. Et en fait, moi j'ai pas envie de remuer la merde. Je me sens plutôt bien équilibré. J'ai pas envie d'aller fouiller. J'aurais peur de déstabiliser un château de cartes qui est peut-être un peu branlant, mais qui est globalement qui me va bien. Si tu veux, je suis plutôt heureux. Et il y a certes des déséquilibres affectifs, tu vois, où il y a des choses qui me font pleurer d'un seul coup quand je pense à ma mère. Mais si tu veux, c'est même pleurer dans ce genre de conditions, ça me fait du bien. Je me sens plutôt bien. Et j'aurais peur de mettre en péril cet honorable équilibre en allant voir un psychiatre. Même s'il y a beaucoup de gens, dont tu fais partie, et je vois ta moue, qui semble dire qu'en fait ça peut aller que mieux. J'en suis pas convaincu. Et c'était quoi ton idée ? Ce que je viens de te dire là, c'est censé rentrer, ça pourrait, si je te l'autorise, rentrer dans ton podcast ? Oui. D'accord. Et je pense que tu devrais m'autoriser à le faire. Ouais. On en reparlera. Je veux pas te forcer. D'accord. Ouais. Moi je vis ça comme un compte à rebours. La vie ? Mais oui. Mais moi je me rends compte, avec le temps qui passe et la vie qui défile, je suis pas si vieux que ça, moi j'ai 38 ans, mais les épreuves, moi j'ai cru que j'allais mourir il y a pas longtemps avec la maladie qui m'a touché, l'opération lourde, ma mère il y a 15 ans.
mon père qui se sent en sursis et qui est dans une démarche testamentaire permanente depuis. Voilà, la mort est partout, et même maintenant, même me croyant vacciné, c'est que moi je sens la mort aux quatre coins. J'arrive plus maintenant à me sentir immortel, et je sens une sorte de contact. Et en fait, parfois, tu vois, quand je suis très fier et que je passe 10 mois, 6 mois, 1 an à faire une musique de film, où j'y mets toutes mes tripes quand je fais un disque, ou quand toi tu vas par exemple faire un podcast en te démenant et en dépassant les limites de ta concentration, et tu es très fier d'accoucher d'un truc que tu estimes, dont tu es très fier. Moi je prends ça comme une sorte de coup d'épée dans l'eau, vain, de lutter contre une sorte de déchéance naturelle qui est qu'en fait on va forcément tous mourir à la fin. Pour moi c'est permanent, l'idée est permanente. Et comment tu vis avec ça ? En fait, je vis bien parce que c'est juste un sentiment nostalgique qui peut se développer. C'est pas un sentiment de peur, c'est pas un sentiment d'urgence, c'est une sorte comme ça comme un film des Marx Brothers où tout fout le camp et il y a un terrain comique naturel qui se développe, tu vois. Ça me pousse à avoir de l'humour noir. Je me sens plutôt heureux, tu vois. Mais si tu veux, tu sais que ça m'a même amené à porter un regard spécial sur le drame écologique qui se pointe, où je me dis, en fait, à ce stade-là, c'est inévitable. Et il y a une partie de moi qui trouve ça presque beau, que l'humanité souille tout, souille sa planète, tu vois. Il y a, comme dans ces films, tu sais, dystopiques qui sont à la recherche de Mars, Ad Astra ou Interstellar, où il y a toujours la fin du monde en perspective. Et je trouve que c'est là-dedans que l'humanité est la plus belle, juste avant l'apocalypse. Au cinéma, je trouve ça beau, et il y a quelque chose de très théâtral ou dramatique dans le fait que l'humanité se tire à mal. Elle est destinée à tout foutre en l'air. Et dans ce sens-là, je sens que l'homme ira forcément ailleurs. L'humanité est trop puissante pour mourir avec la Terre. Mais tu dis que la mort est partout. Pour toi, ça agit un peu comme un memento mori, c'est-à-dire rappelle-toi que tu vas mourir. Ah, ça peut être ça. En fait, si tu veux, vivre avec la mort, tu vis mieux, tu vis augmenté. Je pense même qu'on efface tellement la mort, qu'on s'occupe très mal des vieux, qu'on a peur de les regarder en face, que moi j'ai honte de dire que j'ai un cancer. Alors que pour certains d'entre nous, mais tu sais, les copains m'ont engueulé, 2 copains avec qui je mangeais hier m'ont engueulé, gentiment, en me disant, soit tu continues de cacher le visage, soit tu viens en disant, tu portes un t-shirt en disant, c'est un copain australien qui me disait ça, j'ai eu un fucking cancer et je l'ai dépassé. Comme ça, tu forces le respect. Je reprends ta question, c'était... Memento mori. Ouais. Quand tu as la mort en perspective, tu vis mieux parce que le temps est compté, le temps est précieux, tu dis je t'aime à tes proches, tu te permets plus de les engueuler pour rien, tu essaies de te surveiller ou tu essaies de t'excuser quand tu fais un mauvais pas comme ça. Il y a une sorte d'urgence qui est en fait entraînante. C'est pas un poids. Mon meilleur ami, moi, pendant longtemps, avant qu'il ne décède, c'était un vieux prêtre de 80 ans. Parce que le mec avait déjà vécu le film. Il avait déjà traversé les questionnements amoureux, les questions qu'il a traversées il y a 80 ans, elles sont les mêmes qu'on traverse aujourd'hui. L'humanité ne change pas, à ce point, tu vois. L'époque n'est pas si spéciale. Les questions d'amour sont les mêmes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les vieux qui avaient le secret, c'est pas les jeunes. Et ça, pour moi, c'est dans un rapport libre avec le temps qui passe et avec la mort. Quel bruit. C'est le lait qui chauffe. Ouais, je suis en train de me dire, pourquoi pas entendre cette histoire, tu vois. Alors tu sais quoi, j'étais parti pour être discret. Et je suis très honoré de pouvoir... je pense plus à moi là, un seul instant. Et je suis content de pouvoir d'avoir pu parler de ma mère et de mon père. Et donc, par respect ou hommage pour le drame qu'ils ont vécu, qu'on a traversé nous comme enfants aussi, mais leur histoire d'amour qui a sauté. Ouais, leur relation qui s'est coupée d'un seul coup. Mon père, je me sens encore attaché à elle, amoureux d'elle. Tu sais quoi, 5 ans plus tard, après le drame en 2010,
Sarkozy étant passé par le pouvoir entre-temps, rappelle-toi en 2005, au même moment que notre drame familial à Strasbourg, il y avait une infirmière à Grenoble, je crois, qui s'était fait zigouiller par un patient interné en hôpital psychiatrique. Une histoire comme ça. Et dans ce genre de cas, quand les patients sont reconnus irresponsables, il n'y a pas de procès. Et lui, Sarkozy, ministre de l'Intérieur, je crois, à l'époque, avait dit il faut qu'on ait un procès. Et nous, à ce titre-là, on s'est frappé au procès 5 ans plus tard, à Metz, en 2010. Procès auquel mon grand frère Joseph et ma petite sœur Sarah n'ont pas voulu venir. Et moi, j'y suis allé, et c'était insupportable. On avait dans le box des accusés l'agresseur, qui était complètement inconsistant, tu vois, il était fou, il n'avait pas de... Et on avait la présidente qui était en train de l'interviewer de façon très agressive, en lui disant « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et le mec ne comprenait même pas la question. Moi, j'avais honte de participer à ça n'avait ni queue ni tête. J'avais pas envie de mettre un visage sur... Pour moi, ma mère était morte dans un accident de voiture, c'était aussi con que ça. Le type était fou, il aurait pu tuer son boulanger, il imaginait que c'était le pain qui était empoisonné, il a tué son psychiatre, je lui en voulais pas. Et j'avais très peur, en allant au procès, de me mettre à lui en vouloir. Je suis ressorti sans lui en vouloir, mais je suis ressorti en ayant vu une scène qui était surréaliste. Mon père, qui est un mec mesuré, qui pèse ses mots, très doux. À un moment, la présidente, sûrement en quête d'inspiration, puisque je ne savais pas pourquoi elle était là non plus, elle lui passe la parole. Et mon père se met à engueuler le patient, mais comme un cow-boy. Et en fait, j'ai senti qu'il était amoureux de ma mère. Et c'est ça que j'ai ramené à mon frère et à ma sœur. Il s'adressait à lui comme l'ami qu'il était. Parce que mon père était très ami avec ses copains patients, tu vois. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais petit, des fois il rentrait, il était très triste parce qu'il y avait un patient qui s'était suicidé. C'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'enfant de voir ça, 5 ou 6 fois. Mon père les tenait en vie, tu vois. Tu guéris jamais quand tu vas chez le psychiatre. Et là, je le vois au tribunal en train de parler à cet ancien ami qui l'a trahi. En disant, mais pourquoi tu as fait ça? Tu parles de Véronique comme si c'était un pot de fleurs. Je l'aime, moi. En fait, voilà une tirade digne d'un film d'amour, voilà, devant l'océan. Et j'ai ramené. Donc grâce à Sarkozy, au moins, et à ce procès, j'ai au moins eu la conviction que mon père était encore amoureux de ma mère. Puisqu'il a refait sa vie derrière l'accident, tu vois. Et donc, nous, comme jeunes enfants ou jeunes adultes, on a commencé à oublier. Moi, je faisais des rêves où ma mère était à table et dans le noir, on était tous... Il y avait un truc où on était en train de l'oublier. Et j'ai senti que... Voilà, qu'il l'aimait encore. Donc voilà, je suis très honoré. Je suis très honoré si tu peux transmettre cette histoire-là. Je te laisse faire. Comment elles s'appellent tes filles? Raphaël et Margot. Elles sont très rigolotes. Je suis très fier de traverser le quartier en les portant toutes les deux. Ouais. Et d'ailleurs, je suis censé les chercher à la crèche à 5h30 tout seul. On y va? Ouais. On peut débarrasser? Oui, bien sûr. Ouais. Merci. C'était très bon. Merci, ouais, voilà. Ça a été? Ouais, c'était bon. Ouais. Merci beaucoup, David. Je t'invite. Merci beaucoup. À bientôt, alors. Tu me tiens au courant pour l'email? Ouais, ça marche. À la crêpière. Je te fais une note vocale, d'accord? Ouais, ok. Bonne journée à toi. Ciao. Ciao. Je te dis vraiment au revoir, alors. Comme dans la vraie vie. Oui. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Merci. Adi, merci, c'était très bon. Enchanté, ouais. Merci. À bientôt, alors. Au revoir. Bonne continuation. 17h hier soir, un patient du docteur Federman, célèbre psychiatre strasbourgeois, surgit dans le cabinet médical armé d'un revolver calibre 38. L'homme tire alors sans raison connue sur le psychiatre. Il est grièvement blessé au bras et au thorax. Puis l'homme tire une balle dans la tête de l'épouse du psychiatre, très engagée elle aussi dans la vie citoyenne. Et par ailleurs, présidente départementale... Je me retrouve rue Jussieu. Et bien maintenant, il faut que j'attende le mail de David et que j'essaie de retrouver Odette. Et je sais qu'un peu plus loin, dans la rue de Jussieu, là au bout, vers le Paradis Latin justement, il y a un ami de mon père qui s'appelle Jean-Robert et qui avait un magasin de vêtements. Il faudrait que je le contacte parce qu'il a travaillé ici pendant très longtemps et qu'il a dû forcément connaître Odette et peut-être même Thierry Paulin, je sais pas.
On n'en a jamais parlé, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je vais essayer de le contacter sur Facebook. Je coupe. Comment imaginer que ce jeune homme puisse être l'auteur de 21 meurtres, 21 vieilles dames, ligotées, étouffées et dépouillées de leurs biens? Comment imaginer cette double vie que même ses amis ne soupçonnaient pas? Dr Jekyll la nuit, passant des heures à danser dans des boîtes, Mr Hyde le jour, assassinant des personnes âgées pour leur voler leurs économies. 3, 2, 1. Je suis de retour à mon bureau et j'essaie de recenser un peu toutes mes informations sur Odette la Crêpière. Alors vous savez que le Dr Bornstein, le neuropsychiatre que j'avais interviewé il y a longtemps, avait écrit un livre absolument scandaleux sur Thierry Paulin qui s'appelle « L'assassin et les vieilles dames ». Et voici ce qu'écrit le Dr Bornstein au sujet d'Odette. Bornstein la prénomme Mariette. Mariette est une petite femme d'une 50aine d'années, toute brune, toute ronde, qui tient une crêperie. Elle n'a jamais renié Thierry, et par la suite, aussi longtemps qu'elle a pu, elle a voulu l'aider. Après leur travail au Paradis Latin, elle voyait souvent arriver les deux amis et leur bande dans la petite crêperie. Elle les aimait bien, tous ces jeunes du quartier qui traînaient comme des chiens abandonnés, en quête d'affection ou de petits boulots. Eux, ils l'appelaient maman. En échange d'un billet, d'un repas, il lui faisait ses courses, il rangeait, il donnait un coup de balai. Elle aimait Thierry surtout. Il lui rappelait ses enfants, restés avec leur père en Côte d'Ivoire après le divorce. Il lui racontait son travail, ses sorties, ses aventures amoureuses. Elle l'écoutait sans jamais juger, l'aidant comme elle pouvait. Il savait toujours l'enjôler pour obtenir ce qu'il voulait. Voilà, bon, on ne sait pas trop quel est le degré de véracité de ce que le Dr Bornstein a écrit. Et ensuite, bon, j'en ai déjà parlé précédemment, mais j'ai eu accès à la déposition d'Odette dans le dossier du commissaire Laitier. Et c'est une déposition que j'ai lue dans un complément d'anti-enquête pour les abonnés au Patreon. Bon, en gros, dans cette déposition, on apprend qu'elle est née en 1939, au Havre. Au moment de l'arrestation de Thierry Paulin, ça fait 15 ans qu'elle travaille à la crêperie du 21 rue de Jussieu. Effectivement, elle est divorcée d'un Ivoirien, avec qui elle a eu 4 enfants, 2 vivant en Côte d'Ivoire et 2 autres en Algérie. Elle est seule à Paris, et elle reporte son affection maternelle sur les jeunes qu'elle rencontre, par le truchement de son travail, dit-elle. Elle a fait la connaissance de Thierry Paulin lors d'une soirée passée au Paradis Latin. Ils ont sympathisé, et elle l'a revu ensuite à plusieurs reprises à la crêperie, où il venait pour manger. Par la même occasion, elle a fait la connaissance de Jean Thierry. Ah non, c'est n'importe quoi en fait. Elle se trompe. C'est Jean Thierry Mathurin qu'elle a d'abord rencontré, et ensuite elle dit qu'elle a fait la connaissance de l'ami homosexuel de Mathurin, qui s'appelait Thierry Paulin. Et Thierry Paulin était donc employé comme serveur au Paradis Latin. Elle dit qu'au cours de la même année, donc en 1984, ils ont quitté leur travail dans cette boîte pour une raison qu'elle ignore. Elle n'a pas essayé d'en savoir plus. Donc elle dit qu'elle les a vus ensuite de façon régulière, qu'ils traînaient, cherchaient soi-disant du travail, ils n'avaient pas un sou, etc., etc. Donc ce qu'elle décrit, c'est plutôt la galère des 2 jeunes hommes, les problèmes d'argent, de logement. Bon, en tout cas, elle les a connus dès l'année 1984, jusqu'à l'arrestation. Donc Odette, c'est un témoin de toute la période meurtrière. Et j'ai essayé de retrouver où elle avait été présentée comme une vieille dame. Et en fait, je sais pas très bien, en tout cas, c'est Claudine, que j'avais rencontrée dans l'épisode 32, qui était l'ancienne caissière du Paradis Latin, qui disait ceci. Je vous fais écouter. Et vous voyez en dehors du Paradis Latin? Ah oui, on sortait beaucoup ensemble. Et le pire, l'ironie du sort, c'est que Mathurin travaillait aussi dans une petite crêperie, rue de Jussieu, et il travaillait avec une petite vieille. Je le revois encore dans cette petite crêperie, dans ce petit stand, où il aidait une petite vieille à faire ses crêpes, à encaisser. C'était incroyable quand même. Voilà, et en parlant de Claudine, j'imagine que vous vous souvenez de Françoise, la cardiologue.
qui avait connu Éric B., l'amant de Thierry Paulin, et qu'elle avait passé une nuit avec eux en 1986 ou 87. Eh bien, le jour où j'ai interviewé Françoise, après mon départ, elle est allée travailler à son cabinet et elle a raconté devant son associé qu'elle venait d'être interviewée par rapport à Thierry Paulin. Et ce qui est incroyable, c'est que son associé lui a dit « C'est drôle parce que mon mari a travaillé au Paradis Latin et il a connu Thierry Paulin. » Donc on n'en finit pas de découvrir de nouveaux liens entre Françoise et Thierry Paulin. Alors j'ai eu le numéro de téléphone du mari de l'associé de Françoise, il s'appelle Dominique. On a échangé quelques SMS, et là je vais sauter sur mon vélo pour aller le voir en banlieue. Comme d'habitude, je sais pas du tout ce qu'il va me dire. C'est parti. Cerno, une anti-enquête. 3-2-1. Il est 15h et je suis un peu essoufflé parce que je viens de faire 18 km à vélo. Je suis à Saint-Gratien, dans l'Oise, et j'ai rendez-vous avec un certain Dominique. Je suis pile à l'heure. Voilà, c'est une petite maison en pierre meulière. Très jolie, à côté d'une cité. Je sonne. Bonjour, vous êtes Dominique ? Est-ce que je peux garer mon vélo chez vous ? Bien sûr. Ah, c'est gentil. Hop. Merci beaucoup. Vous êtes venu de Paris jusqu'à ici ? À vélo, oui. Oh ben. Ouais. Il est électrique, ça va. Vous regardez la télé ? Oui, on va l'éteindre. Alors c'est vous Dominique ? Tout à fait. Vous connaissez Françoise ? Non, j'ai jamais vu. J'ai entendu son nom, mais j'ai jamais vu. D'accord. Ok. Parce que l'autre jour, j'ai interviewé Françoise, et quand elle est allée au cabinet, je suis rentré chez moi. Elle m'a dit, j'ai parlé de l'interview, et une consoeur m'a dit que son mari avait travaillé au Paradis Latin. Ouais, pendant 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Je connais bien Thierry Paulin et Mathurin, bien sûr. Ah oui. Bah oui, je connais bien. J'ai travaillé avec, et je connais beaucoup plus Mathurin, qui était vraiment très gentil comme mec. D'accord. Comme ils étaient amoureux homosexuels, voilà, il a pris le dessus. Vous allez me raconter ça ? Voilà. Vous voulez un café, boire quelque chose ? Un café volontiers. Alexa, allume la cafetière. D'accord. Vous avez une maison connectée ? Entièrement, oui, je suis informaticien. Ah oui. Donc là, c'est Alexa qui a allumé la cafetière. Ah ouais. C'est impressionnant. Toute la maison est comme ça. Voici. Merci. À suivre.